Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview en compagnie aujourd'hui d'Arnaud Salomon. Tu es le CEO et fondateur de Mon Pèlerin, qui est une plateforme de crypto sur laquelle on peut faire tout plein de choses que nous allons découvrir, puisqu'on peut acheter des crypto-monnaies, on peut également les swapper. Enfin voilà, il y a tout un tas tout un éventail de possibilités permises par Mon Pèlerin. Je te propose tout d'abord de te présenter et de me contredire si j'ai dit des bêtises. Non, non, bah, en tout cas, bonjour, merci Magali. Non, aucune bêtise, non, voilà, moi je suis le CEO de Mon Pèlerin, qu'on a démarré en 2018 avec l'équipe. Moi, à la base, j'ai un parcours, entre guillemets, d'ingénieur, enfin, un parcours, j'ai plutôt une formation d'ingénieur. J'ai étudié les systèmes de communication avec une dominante dans mon master sur la sécurité informatique, mais j'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur. J'ai fait vraiment toute ma carrière en finance. Et voilà, donc c'est un petit peu mon parcours, et puis c'est un peu ce qui nous a amené à monter Mon Pèlerin en 2018. J'affiche mon pèlerin tout de suite. Alors, ma première question, ce serait un petit peu de savoir comment a été ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as estimé qu'il y avait le besoin de créer une plateforme comme Mon Pèlerin, comme Antoine après va nous montrer, il va faire glisser un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu tout ce que vous proposez. Et du coup, je voulais savoir un petit peu à quel besoin tu as souhaité répondre par la création de cette plateforme, parce que j'ai lu un petit peu que le cheminement était très intéressant. Oui, alors, enfin, le cheminement, il est ce qu'il est. Moi, j'ai été, effectivement, j'ai fait toute ma carrière dans le trading. C'est vrai que j'ai très rapidement voulu, on va dire, démystifier l'univers du trading et à poser des questions assez bêtes et simples, hein, comme qu'est-ce que l'argent, pourquoi ça porte un taux d'intérêt, pourquoi ce taux d'intérêt voilà, est dicté par un planificateur central plutôt que par le marché, comme tout le reste, etc. Bref, le long story short, voilà, j'ai jamais eu des bonnes réponses à tout ça, ce qui m'a amené, même parmi les superstars du milieu, hein, ce qui m'a amené finalement à avoir des lectures un peu libertarienne et à être assez fasciné par ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie. Donc, dans ce contexte, je suis devenu ce qu'on appelle un Goldbugs. Voilà, voilà, l'or était pour moi la devise ultime, celle qui, pendant 2000 ans d'histoire, avait été élue un peu parmi toutes les, un peu pas sur tout l'ensemble de la planète comme étant le meilleur moyen d'échange et de conservation de valeur. Et donc c'est vrai que voilà, c'est des choses qui ont démarré un peu comme ça. Le Bitcoin n'existait pas à l'époque, puisque moi j'ai démarré ma carrière en 2007-2008, donc c'était vraiment en plein milieu de cette fameuse crise financière. Et puis voilà, moi j'ai découvert Bitcoin du coup plutôt un peu plus tard, en 2011-2012, en 2 temps. Et puis c'est vrai que la deuxième fois que j'ai été confronté à Bitcoin, ça a été une forme de orange pill immédiate, hein. J'y ai passé la soirée et à partir de là, c'est devenu une vraie obsession puisque ça répondait à l'ensemble de toutes les questions que je me posais jusque-là, hein. Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur à partir de la confiance? Comment est-ce qu'on peut avoir cette confiance qui est enforced par des maths, hein, par de la cryptographie et pas par un tiers de confiance comme on en avait l'habitude jusqu'alors? C'est vrai que ça devient fascinant quand tu vois que tu peux effectivement transférer de la valeur de pair à pair sans avoir ce lien avec un tiers de confiance qui la garantit la finalité de la transaction. Et donc, c'est vrai que pour l'aspect transactionnel, c'était déjà assez fascinant, mais ensuite, après tout l'aspect monétaire qui accompagne Bitcoin, qui est très proche, on va dire, des valeurs philosophiques libertariennes et de l'école autrichienne d'économie, bah, c'est vrai que pour moi, ça a été une vraie révélation. Maintenant, c'était à une époque où j'avais un job voilà, qui payait bien. J'avais des vacances, voilà, je finissais mes journées à l'heure, j'avais mes week-ends, j'avais pas spécialement de raison de me lancer dans quoi que ce soit. Moi, j'ai vécu un petit traumatisme, enfin petit, un gros, puisque en 2014, j'ai perdu tous mes fonds crypto sur la plateforme Mt. Gox, qui à l'époque avait fait faillite. Moi, j'étais un petit peu idiot à ce moment-là, parce que c'était pas des fonds que j'avais achetés chez eux, hein, d'ailleurs. C'était juste parce que je me sentais l'âme d'un trader et que j'essayais d'arbitrer les différences de prix entre différentes plateformes, jusqu'au moment où le delta de prix est devenu très grand, donc je suis devenu très gourmand, et puis un jour, ça s'est arrêté. Donc voilà, donc c'est des choses qui auraient dû mettre la puce à l'oreille, mais néanmoins, j'étais assez convaincu que le bonhomme, donc Marc Herpellès à l'époque, était pas suffisamment con pour avoir mis tous les fonds en hot wallet. Et puis, je me suis dit, bon, au pire, le mec, il a connecté 20% de la fortune de l'exchange online. Et puis, les 80% restants, ils sont en cold wallet quelque part. Et donc, au pire, voilà, on a un haircut de 20% sur nos dépôts, quoi.
Et non, en fait, la réalité, c'est que le chiffre est largement inversé. et, et qu'aujourd'hui, il est peut-être prévu que dans un an, c'est-à-dire plus de 10 ans après la fameuse Ouais, ça faillite, a été reculé encore. voilà, peut-être qu'ils vont rembourser, si j'ai bien compris, peut-être 15% du solde qu'il y avait à l'époque, mais comme en fait chaque année ils le repoussent d'une année supplémentaire, c'est le deuxième scam en fait, hein, c'est les liquidateurs de l'entreprise parce qu'eux ils prennent leur temps et au milieu ils se font payer des fees extraordinaires, hein, ils sont à 1000 balles de l'heure, donc tu vois bien ça va vite. Ah. Et ils sont en train de siphonner un peu tout ce qui reste, donc c'est un peu le deuxième scam finalement, c'est cette façon japonaise de dealer avec Ça la commence faillite. ça commence d'ailleurs un petit peu avec FTX, puisque à force de racler les fonds de tiroir, ils ont quand même retrouvé des fonds. Mais Après, sur ces l'avantage fonds, aux États-Unis, c'est que ça allait nettement plus vite, hein, quand même, hein, parce qu'au oui, Japon, mais là, pour 90, le coup, 90%, ça baisse. Au début, ils ont dit qu'ils pourraient peut-être tout rendre, et là, on en est à 90%. Donc ça va, pareil, plus ça va traîner, plus ça va diminuer. Et ça souligne justement une importance, je rebondis là-dessus, l'importance de la sécurité qui est assez mis en avant également sur Mon Pèlerin, qui se veut et qui est travaillé non pas autour de la confiance, mais autour de la blockchain, justement. ouais, Et, exact. et du coup, ça souligne un petit peu, c'est plutôt une question un petit peu d'actualité large, mais comment tu vois en ce moment, euh, justement, tu parlais de Mangox, là j'aborde FTX, comment tu vois ces espèces de cycles qui au final se répètent un petit peu? Alors FTX, c'est beaucoup plus une catastrophe ambulante que Mangox, mais quel œil un petit peu tu as Alors, sur oui, enfin, ces répétitions? non, FTX, c'est pas du tout un gros drame. Si on le compare à l'époque de Gox, où effectivement Gox était 80% du volume de marché, Oui, FTX n'avait jamais atteint cette part-là. Donc pour non, l'époque euh, dans laquelle FTX a fait son défaut, ça n'a pas eu. Alors ça a eu un impact sur le marché évidemment, puisqu'après il y a eu des impacts en cascade quand on a découvert que toutes ces plateformes seraient hypothéquées parmi. Mais, mais la réalité de l'exercice qu'on a vu, c'est que finalement, FTX, ils avaient très peu de Bitcoin. Donc voilà, après, l'impact sur le marché aujourd'hui est, on va dire, plus faible que l'hiver qui a suivi la faillite de Gox à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment 80% du marché. Et donc, c'est ça vraiment qui a forgé un peu notre volonté, quelque part, de créer quelque chose qui soit différent. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, voilà, toutes ces plateformes, c'est un peu triste quelque part parce que on est en train d'échanger, et on faut en revenir un peu à la philosophie de ce pourquoi c'est Bitcoin ça. est né. Bitcoin est né pour te rendre libre et indépendant. Bitcoin est un outil de contestation. Bitcoin, c'est un outil qui te permet de faire une révolution pacifique. C'est un outil qui te permet de opt-out d'un système qui te déplaît. Sans avoir à aller faire une révolution violente, hein, parce que d'habitude, effectivement, une révolution, il faut les couper des têtes. Là, l'idée, c'est que tu peux vraiment juste opt-out d'un système pour en adopter un autre et avoir ta révolution pacifique. Et ça, c'est vraiment ce qui est ultra important. Mais si aujourd'hui, on troque nos vieilles banques contre des Binance et des FTX, finalement, c'est un peu triste parce que le principe de tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que les gens aient leur propre conservation sur leur propre banquier. Et le fait de créer des pots de miel comme ces gros exchanges, parce que c'est la réalité, ce sont des pots de miel pour les hackers, mais pas que les hackers, ça peut être aussi des inside, voilà, des gens à l'intérieur qui sont malveillants, comme on l'a vu d'ailleurs avec FTX. Encore aujourd'hui, on en redécouvre des nouvelles choses. Encore des gens se demandent aujourd'hui s'il n'y a pas eu un hack qui était un faux hack et en fait c'était un insider dealing. Enfin, toutes ces choses-là arrivent parce que le potentiel est là. À partir du moment où ces plateformes qui sont finalement assez peu régulées, en tout cas beaucoup moins bien qu'une banque, propose de la conservation, elle va être tentée à un moment d'utiliser ses dépôts pour son propre profit, comme le fait une banque. Elle va être tentée à un moment voilà, avoir des employés qui peuvent être tentés de se mettre en collusion pour défrauder la plateforme. Il peut y avoir 1000 choses qui se passent. Et donc, c'est vrai qu'on trouve ça assez dommage. Et à l'initial, Mon Pèlerin, quand c'est né sur, on va dire, 3 piliers fondamentaux qui étaient full réserve, marketplace et tokenisation. Donc, l'idée, c'était vraiment full réserve, c'était d'avoir quelque chose qui garantit que si 100% des gens veulent leur argent en un jour, ce sera possible. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a légèrement pivoté, puisqu'aujourd'hui, on est sur le sujet de la self-custody. Hein, et c'est vraiment ce qu'on essaie de promouvoir. Et on pense que c'est infiniment plus puissant. Alors certes, aujourd'hui, c'est encore une niche, la self-custody, puisque l'écrasante majorité du marché est sur les centralized exchange.
Mais on pense qu'il y a une tendance de fond à changer ces habitudes-là, et on pense que les exchanges centralisés tels qu'ils existent aujourd'hui sont finalement qu'une transition, et qu'à terme, l'écrasante majorité du marché ira vers la self-custody et les decentralized exchanges, puisque même à terme, en fait, si on y réfléchit bien, tout ce qu'on appelle Uniswap et tous les decentralized exchanges deviendront seulement des commodités de réseau qui seront accessibles en un clic. La complexité va s'abstraire avec des front-ends de plus en plus performants. Et finalement, les gens, ils vont plus avoir à se poser trop de questions. La seule vraie question qui va rester, c'est comment je gère ma self-custody, parce qu'effectivement, ça fait peur, ça peut faire peur, ça fait peur à l'écrasante majorité des gens. La première fois, quand les gens vont sortir leurs fonds des exchanges pour aller les mettre sur une ledger ou un trésor, les gens, ils y passent 10 minutes à tout cross-checker pour être sûr que c'est bien la bonne adresse, le bon truc. Il y a un côté flippant, il y a un côté stressant. Mais en fait, une fois qu'on a passé cette première barrière et que les gens vont commencer à faire leurs premières transactions, ils se rendent vite compte qu'en fait, pas tant que ça. La vraie question, c'est comment je m'assure la sécurité de ma conservation. Comme tu le fais d'habitude, tu ne te balades pas en ville avec dans ta poche tout ton compte épargne. Et donc, tu fais pareil avec ta crypto. Tu as un petit wallet mobile pour faire les paiements quotidiens. Et puis, tu as un plus gros wallet cold où tu vas garder une plus grosse fortune, etc. etc. Mais c'est finalement une hygiène de vie, une hygiène financière à avoir, une hygiène de sécurité. Et là, ça passe par l'éducation. Et ça, c'est vraiment notre motto aujourd'hui, c'est d'éduquer le marché à la self-custody et d'emporter le plus possible les gens avec nous sur ce sujet. Et pour revenir, donc du coup, mon pèlerin, il y a un wallet qu'il faut installer, c'est une application mobile, je crois. Et du coup, on se crée son wallet. Donc du coup, l'utilisateur est responsable. Et est-ce que vous faites la compte abstraction? Est-ce que c'est mis en place? Et qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses, ça, pour se loguer, en tout cas, pour plus être responsable de sa phrase et avoir Ouais. une possibilité de récupérer une partie avec un tiers qui détient une partie aussi. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de storytelling sur ces sujets. Peut-être juste une petite correction. Donc aujourd'hui, Mon Pèlerin, c'est accessible soit par l'application mobile, qui effectivement est un wallet. Donc c'est un wallet qui est enrichi de certaines fonctionnalités, mais c'est un wallet non custodial, donc que les gens possèdent. Mais Mon Pèlerin est accessible aussi au travers de n'importe quel wallet. C'est-à-dire que si demain tu viens, tu plugues ton Trésor, tu plugues ton Ledger, ton MetaMask, ton Rabi Wallet, ce que tu veux, tu peux transacter directement avec Mon Pèlerin, directement depuis ton compte en banque vers ton wallet à toi et depuis ton wallet à toi vers ton compte en banque. C'est vraiment ça ce qu'on fait, c'est d'essayer de rendre les choses les plus seamless. Maintenant, pour faciliter l'onboarding des primo-accédants, on va dire, on a fait une app mobile qui inclut un wallet. Comme ça, les gens n'ont pas besoin d'avoir une deuxième app ou un deuxième interface pour stocker leur coin. Et puis, ça permet d'avoir aussi un petit wallet mobile qui est assez sympa, qui aujourd'hui mérite encore d'être rafraîchi parce qu'il est un petit peu geek, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Il y a la V2 qui arrive, mais qui a l'avantage de pouvoir gérer le Lightning Network, certes sous forme custodiale, mais qui est quand même aujourd'hui compatible avec tous les LNURL, etc. Donc c'est assez élégant, et qui supporte pléthore de réseaux, je crois qu'on supporte 11 ou 12, quelque chose comme ça. Peut-être 11 blockchains différentes, il y a de tête 11 blockchains différentes, 30 crypto-monnaies, et en fiat, il y a plus une dizaine de fiat, je crois. Voilà. Après, en fiat, en sortie, on en fait un peu plus qu'en entrée. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est spécialisé. Donc, on a deux lignes de produits. La première ligne de produits, c'est le on-off ramp. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait du courtage de crypto, de l'achat-vente en direct sur son wallet. Là, on va dire deux branches dans ce sujet, puisqu'on a la partie retail qui se passe au travers du web widget ou au travers de l'app. Et puis, on a la partie OTC, qui est là, qui est vraiment fait plutôt pour les grosses fortunes, et plutôt dans le sens cash-out, c'est-à-dire qu'on aide beaucoup les grandes fortunes crypto à cash-out une partie de leur fortune crypto en banque privée ici à Genève, dans des banques prestigieuses ici, pour ceux qui souhaitent avoir quelque chose qui soit fluide. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un vrai sujet. La plupart des gens ne s'imaginent pas à quel point c'est vraiment difficile de cash-out des gros montants dont l'origine des fonds est la crypto. La plupart des banques sont très, très frileuses à accepter ces fonds dont l'origine des fonds est la crypto. Et il y a des drames en fait qui se passent en permanence, avec des gens qui vont sur un centralized exchange qui font un withdraw à plusieurs millions, et puis ensuite leur argent est bloqué dans le système interbancaire pendant des mois, parce que chaque intermédiaire veut la même explication de l'origine des fonds. En général, les clients sont
sont très peu aptes à fournir cette documentation structurée de la manière dont le banquier l'attend. Et donc, c'est là où nous, en fait, on a monté ça pour être beaucoup plus clair. On dit aux gens, non, mais faites aucune transaction avant qu'on ait fait le dossier. D'abord, on fait un dossier. Le dossier, il est canon béton. Et une fois que le dossier il est canon béton, on le présente à la banque ou à plusieurs banques partenaires avec lesquelles tu voudrais potentiellement travailler. On fait une ouverture de compte spécifiquement pour ce cash-out. Et à ce moment-là, une fois que toutes les parties ont donné leur feu vert, eh ben, on peut lancer le cash-out. Donc ça, c'est quelque chose qui est très élégant parce qu'il y a très peu de solutions comme ça pour les grosses fortunes. C'est ça, et c'est assez inédit ce que vous faites, puisque si je ne dis, enfin, vous êtes affilié à l'organisme de surveillance, enfin, aux gendarmes financiers suisses, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez toutes les autorisations, etc. Et la plateforme, enfin pas la plateforme, pardon, mais Mon Pèlerin fonctionne main dans la main avec l'autorégulation en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment l'idée de soi-même être responsable, faire proprement les choses et le tout de manière régulée et auto-régulée. Nous, on est intermédiaire financier au sens de la loi suisse. Donc, on est autorisé à processer du paiement pour le compte de tiers. On est autorisé à faire du change crypto on-off-ramp, à faire du change tradi. On est autorisé à toute une série de transactions. La seule chose aujourd'hui pour laquelle on n'est pas autorisé, c'est à faire de la conservation poolée, c'est-à-dire de conserver les assets des clients dans un pool commun. On peut faire de la conservation sous forme ségrégée. Ce n'est pas ce qu'on fait parce que ce n'est pas ce qu'on veut faire. À terme, on va proposer des solutions de backup aux gens, mais on veut toujours qu'ils restent en self-custody. On veut toujours que si nous, demain, on disparaît, les gens ne perdent pas leurs fonds, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez crucial. Et pour revenir à ta question, Antoine, oui, effectivement, il y a plusieurs sujets comme le account abstraction, comme le MPC, le multi-party computation. Il y a plein de storytelling autour de ça. Donc effectivement, c'est chouette et élégant pour onboarder les primo-users parce qu'on leur dit, au lieu de devoir noter sur un papier ta seed phrase, eh ben, tu as juste en gros à utiliser ton compte Apple ou ton compte Gmail pour accéder à donc sur le papier, ça a l'air élégant. Dans la réalité, ça rend les gens néanmoins pas en self-custody. Donc les gens restent tributaires d'un tiers. Et peu importe comment est gérée la chose de derrière, alors effectivement, la plupart, ils vont splitter le secret en 3 morceaux pour éviter justement d'avoir le secret quelque part à câble. Donc, ils vont splitter ça en 3 bouts. Peut-être qu'ils vont utiliser un Shamir Secret Sharing pour faire une reconstruction de 2/3 ou de 3/5, enfin, peu importe. Mais finalement, a quelque chose à proposer sur cette solution. En tout cas, ça innove. Et en tout cas, on pense que pour la mass adoption, il faut qu'il y ait une solution. Et ils argumentent qu'il y a 80% des BTC qui sont perdus dus à des problèmes comme ça. C'est un peu l'argument phare qu'ils mettent en avant. Mais c'est faux. Ça, c'est faux. C'est une statistique. Et du coup, on est moins responsable. Du coup, je trouve à chaque fois, on a une part de responsabilité qu'on délègue. Et du coup, c'est pas ça, mais le jour où, imagine-toi, aujourd'hui, tu prends un portefeuille comme Zengo, par exemple, qui vend du MPC. Ils te disent, bon, voilà, pas besoin de seed, nous, on fait du MPC, donc pas besoin de seed phrase. Toi, en fait, ton backup, il est encrypté, on le stocke encrypté avec ton visage. Donc, déjà, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'encryption est faite et dérivée à partir de ta biométrie. Et voilà, mais en fait, la réalité, c'est que du coup, dans la manière dont ils implémentent le MPC, tu n'es pas en self-custody. Tu es partiellement en self-custody, mais tu es toujours, entre guillemets, avec un co-signataire. Ce n'est pas le bon terme. Mais dans l'idée, ça revient un peu à ça. C'est que finalement, tu es dépendant d'un tiers pour finalement processer tes opérations. Et à chaque fois que tu veux faire une transaction, tu as un prestataire de service externe qui, lui, va, c'est pas le bon terme encore une fois, mais qui va quelque part co-signer avec toi les transactions. Et le jour où il y a un État qui vient lui dire, lui, tel bonhomme, interdit, oui, il n'a pas peut-être le pouvoir de disposition sur tes fonds pour venir te les confisquer, mais s'il ne co-signe plus, tes fonds, ils sont juste inutiles, ils ne peuvent plus bouger. Donc finalement, alors oui, ils disent tous que oui, mais il y a un tiers, ils ont payé un tiers qui lui fait un vrai backup que tu peux toujours aller voir, mais ce backup, en une manière générale, il sera bloqué pareil le jour où l'État vient mettre son nez là-dedans. Donc finalement, on en revient un peu à
voilà, une béquille qui est pas. Je pense que vraiment, on doit passer par l'éducation. Je pense que la première étape, c'est vraiment l'éducation. Et encore une fois, noter 12 mots sur un bout de papier, ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un sujet hyper complexe. Une fois que les gens ont compris qu'avec ces 12 mots, ils peuvent aller le mettre au coffre pour un futur backup et puis garder une petite clé USB qu'on appelle Trésor ou Ledger à la maison pour faire les transactions, en fait, ça se passe bien. Et je connais personne qui a perdu ses fonds dans ce contexte. La réalité, c'est que cette statistique des 80% de fonds perdus, elle est, à mon sens, complètement fausse et elle est basée sur une observation qui dit « Ah, mais regardez, les bitcoins ne bougent plus. Il y a plein de bitcoins qui n'ont jamais bougé depuis 10 ans ou je ne sais quoi. » Mais la réalité, c'est que la plupart des bitcoiners d'il y a 10 ans, effectivement, c'est des hardcore bitcoiners. C'est des mecs qui, pour rien au monde, ne vendraient leur bitcoin. C'est-à-dire que moi, j'en connais quelques-uns. Alors, ils en ont vendu peut-être parce qu'à force de pression de madame, parce que madame voulait absolument une maison, ils en ont vendu une petite partie. Mais ça s'arrête là. C'est des mecs qui sont des true believers dans le sujet. Ils sont plutôt dans la phase d'accumulation que dans la phase de céder cette fortune. Donc c'est pour ça qu'on ne voit rien bouger. Après, la réalité effectivement du Bitcoin aujourd'hui, c'est que dans le monde occidental, il y a très peu de cas d'usage au quotidien. Donc c'est vrai que voilà, à Genève, à Neuchâtel ou à Lausanne, il y a quelques cafés ou endroits où on peut payer en Suisse en Bitcoin, en Lightning, etc. Mais ça reste assez marginal. Souvent, une fois sur deux, la personne au comptoir n'est pas éduquée au sujet, donc du coup, on fall back sur le cash. donc voilà, donc c'est un peu la réalité. Par contre, là où on voit la vraie adoption de Bitcoin, c'est dans des pays comme l'Argentine, comme le Salvador, évidemment, et c'est des pays qui ont ce besoin. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, par exemple, ça, vous avez, c'est quoi les quelques métriques sur le nombre de clients que vous avez? Parce que là, pour l'instant, c'est un bear market assez long pour l'instant. Il y a eu une baisse quand même de l'activité crypto et il y a quand même des projets qui continuent à construire. Et j'aurais voulu savoir un peu les métriques. Est-ce que déjà vous le ressentez à Montpellerin sur les activités? Est-ce que il y a toujours autant... Enfin, est-ce que vous voyez l'activité de vos utilisateurs? Est-ce que il y a toujours du DCA en place? Et après, quelques métriques sur le nombre d'utilisateurs, je sais pas, quelques jolis chiffres, je sais pas, des fonds levés ou... Alors, nous, on a aujourd'hui, dernière nouvelle, je crois à peu près 75 000 users. On est en phase de petite croissance, on va dire. C'est pas une croissance fulgurante, évidemment, c'est le bear market, mais on est toujours en phase de croissance. On n'est pas tant que ça impacté par le bear market comparé à d'autres, parce que dans l'idée, nous, on est sur une niche de marché qui est le self-custody, et cette niche de marché-là, effectivement, tend à croître. Donc, on est parti sur une niche de marché de 3%. Aujourd'hui, on est peut-être à une niche de marché de 5-6%. Mais globalement, elle est en train de prendre de l'espace. On est convaincu que d'ici à quelques années, elle dépassera les 51%. Et donc, effectivement, malgré la baisse globale de volume d'activité, sur la partie self-custody, l'activité se porte bien. Et on a toujours des nouveaux users qui font vraiment le shift entre voilà, être sur Binance et d'un coup se dire maintenant je veux me passer des centralized exchange et avoir une vraie vie on-chain. Et ça va arriver encore plus vite derrière parce qu'on a des nouveaux produits là qui arrivent, on a des nouveaux services qui arrivent et qui vont vraiment permettre à n'importe qui quelque part de se débanquer entièrement et de vivre sa vie avec un Revolut on-chain et ne plus avoir à détenir de compte en banque s'il le souhaite. C'est ce que je souhaitais un petit peu aborder, puisqu'en fait, on pourrait un petit peu dire que vous êtes accessible à beaucoup de monde. Il y a d'un côté, comme tu expliquais, l'application simple d'accès par téléphone. Il y a également Bridge Wallet pour permettre d'aller plus sur la DeFi, etc., comme on abordait. Puis il y a tout un pan également sur, plutôt pour les sociétés, les institutionnels, puisque vous avez également ouvert votre entreprise à tout ce qui est la tokenisation. Et du coup, ça sous-entend également, par ailleurs, certains partenariats. Donc, tu évoquais Realty. Je crois qu'il y a aussi Jarvis Network de tête avec qui vous avez collaboré. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez une croissance qui permet de... Enfin, une croissance malgré le bear market, c'est que vous avez quand même un éventail.
sur plusieurs types de personnes qui peuvent être intéressées par les cryptos? Oui et non. Tout en Alors, le problème de... effectivement, la deuxième ligne de produit qu'on a, c'est la tokenisation. Donc, on aide les sociétés à faire ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que nous, en 2018, on a été la première société en Suisse à avoir incorporé nos actions dans des tokens et à rendre légalement ça une chose. C'est-à-dire que le token holder est un shareholder et donc, en tant que tel, il est protégé par la loi suisse et pas seulement par un contrat de droit privé qui lierait l'émetteur avec le porteur de jetons. Donc ça a été une vraie innovation à l'époque. Le contexte réglementaire suisse aujourd'hui est entièrement clarifié sur ce sujet et c'est ça qui est assez pratique et c'est pour ça qu'on encourage les gens qui font des tokenisations à venir le faire en Suisse parce qu'effectivement le contexte réglementaire est très clair et deux, il est durable, donc il ne changera pas aux prochaines élections. Et ça, c'est vraiment très puissant. La Suisse régule finalement ce sujet sur le fond et pas sur la forme. Donc elle s'en fiche aujourd'hui. Le principe de la Suisse, c'est qu'on est censé être technologiquement neutre. Donc la Suisse s'en fiche que le produit soit, entre guillemets, incorporé dans une feuille de papier, dans un certificat papier, dans Excel ou dans un token sur la blockchain. Tant que le contexte reste le même et qu'on est capable d'y appliquer les mêmes règles et de démontrer aux régulateurs que c'est traité de la même façon et que ça porte le même risque, et donc voilà, il n'y a aucun sujet en fait. Donc c'est pour ça qu'on encourage. Maintenant, ce sujet de la tokenisation, pour nous, en tout cas, ce qui nous concerne, c'est pratiquement de la philanthropie. Le Bridge Protocol qui permet de faire cette tokenisation d'actifs financiers, c'est open source, c'est libre de droit, c'est utilisable par n'importe qui. On a même fait un petit front-end sur bridge.monpellerin.com pour que n'importe qui puisse émettre ses propres tokens sans que nous, on y participe. Voilà, c'est encore une fois, il peut faire ça sous une interface graphique sans avoir à faire une ligne de commande. Après, ça reste geek, il faut comprendre ce que c'est qu'un token, ce que c'est qu'un smart contract, ce que c'est qu'un opérateur dans smart contract, comment tu révoques un opérateur de smart contract, ce que c'est qu'un owner du smart contract, ce que c'est qu'un un oracle, etc., etc. Donc finalement, mais après, c'est très puissant parce que tu peux y mettre des règles, de restriction de transférabilité basées sur des périodes, des montants sur des périodes roulantes. Tu peux y mettre, tu peux aller très loin dans l'idée, effectivement. Puis même si tu veux faire des actions, peut-être que tu veux coder un pack d'actionnaires, tu vois, etc., etc. Il y a plein de sujets qui accompagnent quelque part cette digitalisation de la gouvernance d'entreprise. Et donc là, effectivement, on accompagne d'autres sociétés à faire pareil, que ce soit pour incorporer des actions, des obligations, des produits financiers structurés plus complexes. Là où on va avoir une vraie valeur ajoutée, c'est pas tant sur la partie technique, puisqu'encore une fois, c'est open source, mais ça va être plus sur la partie collection de fonds. Lorsque l'entrepreneur va vouloir faire une levée de fonds, là, on va lui mettre à disposition des comptes en fiat et une façon de collecter des fonds aussi en crypto. Et nous, on s'assure que les fonds collectés soient correctement documentés pour que l'entrepreneur derrière puisse avoir des fonds qui soient bankable, des fonds qui soient utilisables en banque et qui soient proprement documentés. Et aujourd'hui, on a une réputation exceptionnelle sur la place financière suisse, d'être plus royaliste que le roi sur ces questions. Et donc aujourd'hui, toutes les banques travaillent avec nous parce que justement, on a cette réputation de faire très bien les choses en amont. Et donc, ils acceptent toujours le proceeds de la levée de fonds. Ils acceptent toujours l'origine des fonds crypto, etc., si ça passe par Monpellerin. Donc, c'est là où on va avoir une vraie valeur ajoutée. Ce n'est pas tant sur la partie tech de la tokenisation, où effectivement, on le fait souvent pour nos clients, pas tout le temps, parce que des fois, ils ne savent pas le faire eux-mêmes ou ils ont peur de le faire eux-mêmes. Après, on a d'autres clients comme justement Realté que tu as nommé, ou CleanSat Mining, qui eux sont totalement en capacité de le faire tout seul. Donc eux, ils utilisent notre protocole pour émettre dessus, mais sans nous. On n'est même pas partie prenante. Voilà. Donc c'est là où on va aider, ça va être plus être sur la partie justement collection de fonds, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième partie de l'activité qu'on fait. Voilà. Et en fait, pour un utilisateur, il doit faire un KYC chez vous, vous validez son compte, et ensuite il peut acheter des cryptos via un virement bancaire, via sa carte bleue. Enfin, combien de temps ça prend déjà pour ouvrir un compte en moyenne, hein? Moi, j'ai vu que ça allait très très vite. Alors, un compte, ouvrir un compte chez nous, techniquement parlant, ça prend rien de temps. Enfin, ça prend le temps voilà. À vérifier les documents, souvent, il y a une moyenne de combien de temps pour le KYC? En général, c'est fait dans la journée, mais, Ouais, voire même en quelques heures, voire même parfois simplement une heure. Mais disons que de toute façon, un des gros avantages de ce qu'on offre aujourd'hui, c'est qu'on offre la possibilité aux gens de transacter sans faire le KYC. Donc, il y a des limites à ça, c'est 1000 francs par jour. Mais 1000 francs par jour, ça permet quand même aux gens de démarrer sans forcément avoir à se doxer entièrement. Donc, quelqu'un qui a envie,
Donc, c'est 1000 francs par jour, 15 000 francs par mois et 100 000 par année, la limite. Donc, ça reste des limites quand même, somme toute, assez importantes. Et les gens n'ont pas besoin de passer un full KYC chez nous pour commencer à transacter. Donc, ils peuvent télécharger l'app ou aller sur le web et instantanément, ils peuvent transacter en no KYC. Alors après, il y a un catch ici, c'est que pour le no KYC et uniquement pour le no KYC et uniquement pour ta première transaction, si tu es nouveau client chez nous, si tu es nouveau client chez nous, c'est ta première transaction et tu n'as jamais fait de KYC chez nous, on va retenir la livraison de la crypto pendant 7 jours. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, le change, il est assuré. Les cryptos, elles sont achetées. Il n'y a aucun problème. Par contre, pourquoi est-ce qu'on ne te la livre pas tout de suite sur ta première transaction? Et j'insiste, c'est uniquement ta première transaction. C'est pour éviter les fraudes. Pour éviter que quelqu'un qui se serait fait par du social engineering, qui se serait fait avoir et qui aurait donné ses accès bancaires à un hacker, et que le hacker vienne siphonner son compte en banque pour repartir avec de la crypto. Donc, en général, les gens, quand ils se font siphonner leur compte en banque, ils réagissent en moins de 7 jours. En général, assez vite, c'est la panique à bord. Et donc, dans ce cadre-là, on a l'opportunité de couper la transaction et de rendre aux propriétaires légitimes les fonds. Non, je comprends. Maintenant, si la personne ne veut pas attendre les 7 jours, il suffit qu'elle passe le KYC. Et encore une fois, j'insiste, pour quelqu'un qui fait un DCA, ça n'a aucune importance, parce que quelqu'un qui ferait un DCA de quelques centaines de francs par mois ou par semaine, ou j'en sais rien, lui, bon, bah, OK, uniquement la première transaction, elle est retenue 7 jours, et ensuite, elles sont livrées instantanément. Donc, finalement, il n'y a que le premier qui est delayed, et après, les suivants, ils sont reçus instantanément, encore une fois, sans risque de change, puisque le change est garanti au moment de la transaction. Donc, et, voilà. Sur un coup de FUD, il peut quand même tout retirer sans qu'on lui mette de pépin. Il peut tout envoyer sur une autre adresse. Vous n'allez pas. De toute façon, nous, on livre sur l'adresse qu'il souhaite. Donc, s'il souhaite être livré sur le wallet mobile de mon pèlerin, il est livré sur l'adresse mobile de mon pèlerin. S'il veut être livré sur son trésor, il est livré sur son trésor. S'il veut être livré sur sa Ledger, son MetaMask, peu importe. Donc, finalement, nous, il faut comprendre comment on fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font un virement à mon pèlerin ou font un paiement avec la carte via mon pèlerin, peu importe. Mais dans le contexte du virement, nous, en fait, la personne va rajouter une référence dans le champ commentaire du virement. Et cette référence, elle contient 3 sujets. Elle contient 3 choses. Elle contient qu'est-ce que tu veux acheter, sur quel réseau tu veux qu'on te le livre et sur quelle adresse tu veux qu'on te le livre. Okay, parce que toi, en tant que client, tu peux avoir plusieurs adresses que tu as liées avec mon pèlerin et tu as des trucs que tu veux mettre en call, des trucs que tu veux mettre sur ton mobile wallet, des trucs que tu peux mettre sur ton MetaMask pour aller jouer avec la DeFi, peu importe. Mais finalement, voilà. Donc, finalement, cette référence, elle contient ces 3 choses. C'est quel actif, sur quelle chaîne l'actif et sur quel wallet tu veux te le voir livrer. Demain, on va aller un cran plus loin puisque à la place d'avoir cette référence, tu auras des IBAN dédiés. Des IBAN dédiés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas avoir des IBAN à ton nom. Donc, ce sera finalement comme un IBAN Revolut. Mais dès que l'argent arrive sur cet IBAN, on va te créditer ce à quoi l'IBAN est attaché. Si l'IBAN est attaché à ton wallet Bitcoin, eh ben, ça va te créditer du Bitcoin sur ton trésor. Si le deuxième IBAN il est attaché à un MetaMask Ether, eh ben, ça va te créditer de l'Ether. Si il est attaché à un stablecoin euro, eh ben, ça va te créditer un euro stablecoin. Donc en fait, quelque part, toi, tu vas avoir tes fonds chez toi, mais tu auras une interface qui sera celle de mon pèlerin pour payer seamless, pour collecter d'un côté et payer de l'autre vers les routes traditionnelles de paiement, donc Swift, SEPA, ACH aux États-Unis, SIC en Suisse, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on croit être assez élégant, c'est vraiment de pouvoir avoir un IBAN Bitcoin, un IBAN Ether, un IBAN EuroC par exemple, ou je ne sais quel autre stable euro, et ensuite de pouvoir avoir ta vie débanquée, et au moment de payer, tu vas pouvoir indépendamment payer sur une adresse, c'est routé on-chain, ou payer sur un IBAN, auquel cas c'est redeem chez nous, et nous on fait le paiement pour ton compte, mais sur un IBAN qui sort à ton nom. Ce qui veut dire que ta contrepartie, elle voit Arnaud Salomon, elle voit Antoine, elle voit Magali, et voilà, ta contrepartie, c'est ce qu'elle voit quand elle reçoit le lien. Ouais, c'est génial. Même de l'autre côté, pour le on-ramp, finalement, pour les banques, ça va être aussi beaucoup plus compliqué pour les banques qui sont, entre guillemets, hostiles crypto. Parce que du coup, quand tu vas faire un virement, tu ne vas pas faire un virement à Binance, tu ne vas pas faire un virement à Kraken, mais tu vas faire un virement à toi-même. Et en fait, en faisant un virement à toi-même, c'est comme si tu avais un autre compte en banque auprès d'une autre institution et ils ne peuvent pas te bloquer un virement de toi-même à toi-même vers une autre institution. Et donc, en parlant, ils n'ont même pas la possibilité de savoir que derrière, l'opération inclut de la crypto. Et du coup, vous êtes je voulais savoir, vous n'êtes pas un méta-agrégateur, mais où est-ce que vous allez chercher l'actif? Et après, est-ce que vous avez quels sont vos frais? Comment, du coup, vous fonctionnez? Comment vous vivez? Nous, effectivement, on charge une commission à chaque opération. La commission varie entre 0 et 1,3%. C'est le maximum 1,3 et le minimum, c'est 0.
Alors après, il y a des contextes, il y a des choses, les actionnaires ont des bonus et ils ont des transactions gratuites, etc. Les 500 premiers francs ou équivalents ou euros sont entièrement gratuits aussi pour tous les nouveaux users qui veulent tester. Ils ont 0 frais pour les 500 premiers euros de transactions qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment pour inciter les gens à démarrer. Et puis pour ceux qui veulent payer moins cher les fees, ils peuvent devenir actionnaires chez nous en achetant notre token. Car encore une fois, notre token n'est pas un token au sens... Enfin, c'est un token, mais il représente une action. Légalement, la personne devient actionnaire de notre entreprise. Et auquel cas, elle l'obtient avec une certaine forme de utility attachée au security token qui est des transactions gratuites. Et donc ça, c'est notre modèle. Ensuite, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens tradent contre nous. C'est-à-dire que nous, en fait, aujourd'hui, on a des liquidités opérationnelles et on doit s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités opérationnelles pour pouvoir servir les gens immédiatement. Donc, la personne transacte, il faut que nous, on ait les liquidités en face pour finalement fournir, et c'est le rôle finalement chez nous de nos opérations, que de s'assurer qu'on ait toujours suffisamment de liquidité de tous les actifs en proportion de ce qui est le plus généralement commandé, etc. etc. Et donc, c'est ça, en fait, nous, notre rôle, hein, c'est de sourcer d'un côté de la crypto, de pouvoir le livrer de l'autre, et à l'inverse, quand les gens vendent, et d'assurer une profitabilité, nous, sur la gestion opérationnelle de notre trésorerie d'entreprise. Ah, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces réponses, Arnaud. Merci beaucoup. Et je trouve que c'est très intéressant, là. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, qui me semblent parfois un petit peu plus axées. Mais c'est ce que tu disais, en fait, ça rejoint ce que tu disais en début d'interview sur la nécessité d'éducation, puisque j'ai du mal à imaginer parfois Madame Tout-le-Monde avec son MetaMask, voilà, j'ai du mal à imaginer monsieur et madame tout le monde jongler comme ça d'un wallet à l'autre. Toutefois, comme tu dis, déjà, il y a le côté IBAN, donc on rejoint un peu des fonctionnements qui existent déjà. Et du coup, voilà, je vous écoutais et j'avais juste cette question-là de comment tu vois à l'avenir, justement, la mise en place d'une éducation qui permettra, au fur et à mesure, que tout le monde soit à l'aise avec ces modes de paiement, en quelque sorte. Ouais, cette manière de gérer son argent plutôt même qu'un mode de paiement. Moi, si j'ai une conviction personnelle, c'est que le bridge, entre guillemets, qui va faire l'adoption, c'est les stablecoins. J'ai vraiment une conviction sur le fait que ce qui va amener les gens à utiliser la blockchain, ça va d'abord être un côté plus abstrait qui est ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire avoir de l'euro on-chain, avoir du dollar on-chain, avoir du franc suisse on-chain. Et quand ces rails-là seront parfaitement connectés avec les rails tradis de paiement, hein, c'est-à-dire aujourd'hui on a déjà des cartes crypto, etc., mais ça reste pour la plupart des cartes à top-up, quoi. C'est-à-dire d'abord je dois vendre ma crypto contre de l'euro et ensuite je peux aller dépenser mon euro sur ma carte. Mais quand on va arriver à des sujets où ta carte, elle va être connectée directement à un wallet que tu détiens avec une allowance, que tu vas pouvoir dépenser directement sur ton wallet non custodial avec cette allowance via ta carte ou faire des transferts bancaires et que tout ça soit finalement complètement seamless, mais qu'au milieu, tu es ton propre banquier, c'est-à-dire que tu possèdes tes propres euros sous forme tokenisée. C'est là où les gens vont pouvoir plus facilement faire cette bascule. Moi, c'est ma conviction. Et donc, c'est aujourd'hui là-dessus qu'on veut vraiment se focaliser. Même si on y parle de choses assez bêtes, mais on parle de account abstraction, etc. Mais il y a aussi le gas abstraction, parce que quelque part aujourd'hui, expliquer à quelqu'un que quand il veut faire un transfert en euro C, il doit avoir des Ethers pour payer le gaz, c'est déjà une étape supplémentaire qu'on peut déjà abstraire, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des sujets qui s'appellent par exemple la gas station ou des trucs comme ça qui permettent de dire, le jour où tu vas envoyer 10 euros C, en fait, tu peux prélever 10 centimes dessus, le récipiendaire va recevoir 9,90 et les 10 centimes utilisés au milieu, ils seront utilisés par la gas station pour payer le gaz on your behalf et donc abstraire cette notion de gaz. Alors voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles maintenant on doit travailler pour justement rendre les choses possibles. La question des 12 mots, par contre, elle me semble, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure alternative aux 12 mots. Donc on parle des account abstraction au travers de l'utilisation de login password malheureusement facilement hackable avec du social engineering, hein, c'est ce qu'on voit, hein, les comptes Apple et les comptes Gmail se font régulièrement hacker. Maintenant, ça reste les comptes les plus safe en mode comme ça, parce qu'ils ont plein de méthodologies pour faire des deuxièmes facteurs d'authentification et vérifier que c'est bien toi, etc. Mais néanmoins, ça reste un sujet qui ouvre une porte qui un jour sera bien exploitée quand même. Peut-être sur les layers 2, de toute façon, faut que ce soit fait sur les layers 2 et laisser
ça peut avoir vraiment une utilité sur les layers 2. Il y en a certains comme Starknet, où en tout cas, si ça marche, ça pourrait être peut-être vraiment utile pour une partie de la population qui veut un moyen de recourir à sa phrase, en fait. Et j'aurais voulu savoir, moi, pourquoi le nom Mon Pèlerin? D'où vient ce nom-là, Mon Pèlerin? Mont Pèlerin, c'est un petit mont qui est à côté de Vevey, en Suisse, qui est très connu des libertariens en général et notamment des gens proches de l'école autrichienne d'économie. Parce que c'est un endroit où a été fondé ce qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin. Et la Société du Mont Pèlerin, c'est un think tank, une société de penseurs, une des premières d'ailleurs dans l'histoire, qui s'est créée après la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir des idées très libérales et promouvoir surtout l'idée fondamentale qui est que la liberté est libérale au sens de la racine du terme libéral, hein, pas au sens néolibéral tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais au sens vraiment de la liberté, étant une précondition à la prospérité. Et si on a de la prospérité, alors on évitera une troisième guerre mondiale. C'est évidemment la base de cette société de penseurs, mais ça va beaucoup plus loin, puisque l'idée, c'était aussi de promouvoir l'idée de décentralisation à la Suisse, hein, que c'est important d'avoir finalement la concentration du pouvoir proche de chez toi, donc au niveau de ta ville, de ton quartier, et que finalement, plus on s'éloigne de là où tu habites, les politiciens ont de moins en moins de pouvoir, et de faire en sorte que quelque part, la population vote pour des lois plutôt que pour des maîtres. Hein. L'idée, c'est de dire, finalement, les gens sont suffisamment intelligents pour voter pour des lois, plutôt que de voter pour, finalement, des maîtres, donc ces gens à l'Assemblée qui sont là pour voter pour eux, qui savent mieux que les autres. Et donc, l'idée fondamentale, c'est ça, c'est de diffuser ce message, qui est de dire que les politiciens sont censés être des esclaves du peuple, hein, ils ne sont pas censés être les maîtres, ils sont censés être des esclaves de la volonté populaire, et d'exécuter la volonté populaire. Et donc, c'est vraiment toutes ces idées-là qui nous animent. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé la société ainsi. Merci pour tout ça. Et j'aurais voulu parler de CleanSat Mining tout à l'heure que tu as évoqué. Je t'avoue que je me suis installé en fait ton wallet pour participer à CleanSat Mining, pour participer à un conteneur de minage de Bitcoin. Et du coup, j'ai dû rajouter le réseau Gnosis. J'ai suivi un tutoriel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur cette collaboration que vous faites avec eux? Oui, bon après, ça serait bien d'interviewer Guillaume sur le sujet, c'est lui le porteur de projet. Je vais envoyer une invitation. Mais non, c'est fascinant ce qu'ils font, mais en fait, finalement, c'est toujours un peu la même chose. Si on y réfléchit, aujourd'hui, quand tu veux tokeniser une entreprise, en général, tu vas chercher à tokeniser les actions. Donc, que ce soit réalité d'un côté ou aux États-Unis, finalement, ils prennent un bien immobilier, ils l'incorporent dans une société qui s'appelle LLC ou Corp ou peu importe, et puis ensuite, ils vont tokeniser les actions ou les parts sociales de cette société. Les gens, du coup, deviennent propriétaires du sous-jacent au travers d'un véhicule légal qui se trouve être la société LLC. Et pour CleanSat, c'est exactement le même sujet, sauf qu'ils le font depuis la Suisse. Chaque conteneur est une société. Chacune de ces sociétés est tokenisée, donc les actions sont incorporées dans des tokens, et les gens peuvent devenir, par fraction de, je sais pas, 50 balles, je crois, peuvent devenir actionnaires de la société, et donc d'avoir un droit économique, évidemment, sur la société qui a pour but de poser ces conteneurs qui sont pleins de miners dans des endroits où l'électricité a été négociée à prix abordable pour pouvoir faire du minage et générer de nouveaux bitcoins. Ensuite, le sujet, c'est comment est-ce qu'on distribue les dividendes. C'est comme on le fait sur une société classique. On va pouvoir avoir des dividendes qui sont versés de manière annuelle ou même de manière beaucoup plus avec des périodes beaucoup plus courtes. On n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois par année. Après, il y a des tricks légaux à respecter, évidemment. Mais voilà, donc l'idée, elle est finalement toute simple. Hein. C'est de prendre un conteneur. Ce conteneur, on l'incorpore dans une société. Cette société, on la tokenise et les gens peuvent devenir propriétaires du conteneur par proxy de la société et commencer à toucher un rendement lié à l'activité du conteneur. Et du coup, là, on est obligé de faire la vérification d'identité si on met que 50 € pour investir ou pas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Dans le contexte réglementaire, aujourd'hui, tu es obligé d'identifier tout le monde à partir du moment où il s'agit d'une vente primaire. Donc, une vente primaire, c'est quoi? Ça veut dire que tu as d'un côté CleanSat Mining qui vend à un particulier et tu as Mont Pèlerin qui est au milieu, qui fait finalement le leg qui s'occupe de gérer la partie paiement.
Et donc, dans ce contexte-là, mon pèlerin deal avec un tiers qui est très différent de quand tu fais du loan off ramp. Si tu fais de loan off ramp, c'est Antoine qui fait un virement à mon pèlerin et la contre-valeur est envoyée à Antoine. Là, l'idée, c'est qu'Antoine fait un virement à mon pèlerin et la contre-valeur, elle est envoyée à CleanSat Mining. Donc, comme il y a un tiers dans cette transaction, le contexte réglementaire impose l'identification de tous les participants dès le premier euro. D'accord, oui, ça me paraît, c'est logique. Ok, mais moi aussi, j'y crois beaucoup à la tokenisation. Après, il faut voir l'immobilier aussi, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent sur la finance aussi, tokeniser la finance traditionnelle, les actions. C'est un sujet qui est absolument fascinant et aujourd'hui qui, à mon avis, est assez mal compris. Mais il y a aussi un sujet pour lequel ça ne fonctionne pas toujours. Quand on parle d'immobilier en Suisse, typiquement, ça fonctionne très mal, la tokenisation immobilière en Suisse. Et ce n'est pas des questions légales au sens propre, c'est plutôt des questions, on va dire, de taxes. C'est-à-dire que, alors après, il y a des lois en plus, c'est-à-dire que l'immobilier suisse n'a pas le droit d'être possédé par des non-résidents. Enfin, en tout cas, l'immobilier résidentiel n'est aujourd'hui vendable qu'à des gens qui sont résidents suisses, c'est pas autorisé aux étrangers, enfin aux étrangers non résidents. Et alors, du coup, ça pourrait se reporter que sur l'immobilier commercial. Et l'immobilier commercial, aujourd'hui, c'est bête, mais une société d'assurance ou n'importe qui posséderait un immeuble commercial, il lui suffit d'un coup de fil pour le vendre. Donc, pourquoi est-ce qu'elle irait s'embêter à mettre tout un projet de crowd sale, de vente à la foule, si finalement aujourd'hui le marché de l'immobilier est tellement tendu qu'il suffit d'un coup de fil pour le vendre et le vendre à bon prix. Donc en fait, aux États-Unis, il y avait un sujet peut-être plus ouvert là-dessus, et notamment en termes de taxes, puisque c'est ce qu'on appelle des entités pass-through, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la responsabilité de l'actionnaire que de déclarer ses taxes. Là où en Suisse, sur la partie immobilier, c'est la responsabilité de la société immobilière que de garantir que chacun des actionnaires a bien été prélevé du montant qu'il faut d'impôts et de machin, etc. Donc, ça complexifie énormément le sujet parce que l'immobilier, c'est toujours un sujet complexe. Suivant les cantons où tu te trouves, si tu as gardé ton bien immobilier moins d'un an, tu vas payer plein d'impôts. Si c'est plus qu'un an, tu vas avoir un abattement. Si c'est plus que 10 ans, tu vas payer zéro. Mais en fonction des cantons où tu te trouves, c'est pas les mêmes règles. C'est un bazar gigantesque à gérer en Suisse, là où aux États-Unis, c'est vachement plus simple. C'est le cadre réglementaire du coup qui va s'adapter au fur et à mesure. Spécifique à l'immobilier, voilà. Parce que l'immobilier est un actif vraiment traité de manière très particulière en Europe, là où aux États-Unis, c'est traité comme n'importe quel actif financier simple. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Parfois, faut aller doucement et prendre son temps et faire quelque chose de solide et proposer aussi quelque chose de bien. Ça ne sert à rien d'aller trop vite et tout tokeniser parce que j'ai vu des actions parfois. Je sais plus, il y avait l'action de Coinbase. Du coup, on l'a retrouvée partout. Puis je ne sais pas au final si c'est vraiment bien d'avoir vu cette action partout sur un défi, sur des gros échanges qui en fait après ont enlevé au fur et à mesure cette action. Donc je ne sais pas s'il faut tout. En fait, il y a un vrai sujet légal aujourd'hui parce que un des gros thèmes qu'on voit sur Crypto Twitter, c'est quand même le real world asset et tout le monde parle des comment est-ce qu'on amène les actifs réels du monde sur la blockchain, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui se lancent et notamment voilà le gros sujet, c'est comment est-ce qu'on amène les yields américains, les yields de la dette américaine on-chain pour que les gens puissent avoir du dollar qui yield à 5%, etc., etc. Donc le sujet, il est, alors certes, sexy d'un point de vue philosophique, par contre, d'un point de vue purement exécution, aujourd'hui, ça reste très, très, très borderline, ce qui, dans la plupart des choses, est fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte de Mon Pèlerin ou de CleanSat Mining ou de Realté, les entreprises vendent leurs propres titres. Et ça, c'est logique. C'est-à-dire qu'une société peut faire une levée de capital auprès du public, il y a des règles à respecter, mais elle peut faire sa propre levée de fonds. Mais à partir du moment où une société deal avec des titres de tiers, eh ben, ça te qualifie quelque part de maison de titres. Alors, une maison de titres en Suisse, c'est quasiment une licence bancaire. C'est juste le capital est un peu plus faible, mais ça reste quand même du capital à plusieurs millions. Mais c'est quand même des coûts opérationnels de fou, parce qu'en plus de la licence, c'est maintenir la licence, c'est avoir tous les bons profils à 400K l'unité pour faire tout le management qui va bien pour le régulateur, etc., etc. Donc finalement, tu te trouves dans l'ancien monde pour pouvoir distribuer ça au retail et encore avec des limites géographiques parce que c'est pas aussi simple que ça. Un émetteur des Bermudes ne peut pas adresser de retail européen en théorie. Alors, en pratique, ils ne se gênent pas, mais la réalité, c'est qu'à un moment, ça va leur tomber sur le coin du nez et c'est ça ce qu'on voit. Enfin, en général, voilà, le régulateur, il
il a 2 ans de retard et dans 2 ans, il va catch-up sur ces sujets et puis il va mettre à l'amende tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un peu mesurer ces risques quand on fait ce genre de choses. Une société qui émet ses propres titres a le droit de les vendre, encore une fois en respectant un contexte. Ça veut dire que en Europe, si tu dois faire une vente qu'on appelle publique, un appel public à l'épargne, tu dois poser un prospectus. Tu as quand même des règles, voilà, suivant les montants évidemment, parce que c'est exonéré il y a des lois de crowd sale qui permettent d'être exonéré en dessous de 8 millions, en dessous de 8, blablabla. C'est en fonction du nombre d'investisseurs. Enfin, c'est tout un truc de préconditions, tu sais, if then else, quoi, voilà. Ouais, très intéressant, très, très intéressant. Bah, moi, en tout cas, je vais mettre mes premières cryptos sur le wallet. J'ai découvert bah, récemment. Enfin, je connaissais deux noms, mais là, j'ai franchi le pas. Et bah, merci aussi CleanSat Mining, parce que du coup, ça m'a fait franchir le pas, d'aller Excellent. jusqu'au bout. Et c'est vrai que je suis un peu les échanges centralisés. Là, quand je vois 80% du volume est encore brassé par Binance, et bah, ça me fait un peu peur. Non, mais ils ont des vraies solutions à apporter. Aujourd'hui, si oui, mais quelqu'un qui veut traiter des futurs, des machins, des perpetuals, etc., voilà, c'est la concentration de liquidité qu'a Binance aujourd'hui fait que, effectivement, ouais, c'est difficile de trouver mieux ailleurs, hein. Mais la réalité, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que même si vous utilisez ça parce que vous sentez l'âme d'un spéculateur, à la fin de la journée, laissez pas les coins sur Binance. Voilà, à la fin de la journée, cliquez sur le bouton Withdraw et retirez ça sur votre Trésor ou votre Ledger. Mais c'est quand même pas bon de laisser ça à cet acteur-là, d'avoir autant de pouvoir, en tout cas sur le volume qu'il gère journalier. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on laisse. Et je veux bien, mais il faut quand même une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc du coup, souvent, le retail s'oriente sur un échange où il met, puis après, il n'est pas éduqué pour retirer. Et puis ceux qui avant faisaient partie d'Ethereum au tout début, on laissait plutôt l'Ethereum sur un échange et on le mettait pas. Tant qu'il n'y avait pas Uniswap, en réalité, on n'achetait pas des singes, on achetait plutôt des chats, comme je dis toujours. Mais, c'est nouveau, hein. Il n'y a pas si longtemps ça, on pouvait miner l'Ethereum. Donc, enfin, si on se rappelle bien. Donc, maintenant, c'est un changement de paradigme. Maintenant, c'est POS. Mais voilà, la défi n'existe pas depuis si longtemps que ça. Comme tu disais, après, les entreprises se réfugient derrière la dette américaine des bonds. Donc, si sur un défi, on ne fait pas plus de 8%, en vrai, c'est pas bon. Donc, il faut battre ces 8% sur la défi, ce qui n'est pas forcément évident dans le bear market. Et les rendements, il faut toujours faire très attention parce que les rendements qu'on te propose quand tu finis les swaps, que tu as payé tes impôts et tout, faut regarder si on est vraiment gagnant. Ça, c'est c'est plein de risques de partout, hein. Enfin, nous, on a un petit département chez nous avec 1,5 personne, 2 personnes qui travaillent sur le sujet, justement, hein, de faire un peu de rendement sur notre trésorerie d'entreprise, etc. Mais c'est vrai que même les plus gros protocoles, tu peux les voir comme des risques. Alors, les plus petits, a fortiori. Et alors, il y a des assurances qui existent. Nous, de notre expérience, les assurances ne sont pas toujours prêtes à payer quand les incidents arrivent. Donc non, voilà, c'est sûr que dans la défi aujourd'hui, et notamment dans l'arbitrage, on va dire, de la CDFI, il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. Mais voilà, ça vient avec une pétée de risques attenant, quoi. Mais la liquidité, il n'y en a pas beaucoup. Quand tout à l'heure, on voyait, enfin, il y a quand même des limites dans la défi, dans les volumes qu'on peut échanger. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est pas fait pour tout le monde et on reste encore, je sais plus, 200 000 personnes sur la défi journalier. Enfin, c'est pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui y vont tous les jours sur la défi. En tout cas, regardez un peu ce qui se passe. Donc, ça reste encore un niche market, hein. Effectivement, aujourd'hui, clairement, les millions de gens sont sur Binance et il y a quelques centaines de milliers qui. Parce que ça. Désolée, j'en fais un leitmotiv, mais ça en revient un petit peu à l'éducation, justement, puisqu'il y a la philosophie de Bitcoin, la première des crypto-monnaies, ce qu'il en découle un petit peu dans son utilisation contre un intermédiaire, etc. Et puis, il y a ce que les gens savent des crypto-monnaies et ils prennent la simplicité en choisissant, par exemple, Binance. Mais tu parlais, par exemple, des stablecoins tout à l'heure. Dans un sens aussi, tu as certains arguments qui sont contre les stablecoins. Je pense à
on l'avait évoqué lorsqu'on avait rencontré Zdedex, qui est un ancien dev de Ledger et qui nous expliquait que même dans les stablecoins, tu pouvais trouver de la décentralisation jusque dans leur code. Et il n'y a pas longtemps encore, on l'a vu avec Tether qui a gelé des cryptos qui devaient appartenir, je crois, ou à Mass, ou voilà, une actualité qui est tombée, bref. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, comment tu penses que va se faire l'utilisation des stablecoins lorsque tu dis, moi, je pense que c'est ce qui va permettre plus de cas d'usage. Comment tu vois cette application Alors, il y a plusieurs Est-ce que tu la sujets là. vois en adéquation? Oui, il y a plusieurs. Est-ce que tu la vois en adéquation avec la philosophie de la décentralisation? Ou est-ce que tu penses que ça va être un petit peu Alors, la philosophie de arrangé la décentralisation, c'est effectivement un sujet, mais quand on parle de tokenisation, c'est pas le sujet. La tokenisation de manière générale, quelle qu'elle soit, que ce soit tokenisé du dollar ou que ce soit tokenisé des actions, il y a un émetteur centralisé, très bien identifié, qui doit respecter le contexte réglementaire. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de décentralisation. L'unique intérêt, pourquoi Tether a émis son dollar sur la blockchain plutôt que d'avoir émis sur Excel ou via une plateforme API où les gens pourraient se connecter comme le fait avec PayPal, c'est l'interopérabilité. C'est pas pour la décentralisation, c'est pour être interopérable avec le reste de la token économie. C'est pour être interopérable avec les protocoles, c'est pour être interopérable entre les exchanges, c'est pour être interopérable finalement dans cet univers blockchain. Mais au-delà de l'interopérabilité, de la composabilité, il n'y a pas de décentralisation quand on parle de tokenisation. Maintenant, tu peux émettre des tokens dollars sans parler de tokenisation. Tu peux émettre des tokens dollars comme l'equity qui sont, qui sont backés par un actif on-chain et pas par un actif en banque. Et ça change. Parce que du coup, quand on parle de décentralisation, là, tu as une vraie décentralisation parce que tu as un protocole qui est autogéré, quoi, et qui va pouvoir te permettre de minter du dollar en y déposant des Ethers. Et ça, c'est absolument fascinant parce que déjà, d'une, en plus, c'est un emprunt qui, certes, te coûte à l'emprunt, c'est 0,5%, mais ensuite, tu n'as pas de taux d'intérêt. C'est-à-dire que tu peux emprunter 1 an, 10 ans, 50 ans, tu n'as pas de taux d'intérêt supplémentaire à payer. La seule chose que tu dois faire attention, c'est d'avoir toujours ton prêt qui soit suffisamment collatéralisé selon les règles de l'equity. Mais donc ça, typiquement, voilà, tu as un dollar on-chain qui est totalement inarrêtable parce que l'equity a jeté les clés de gouvernance, donc les mecs peuvent même pas updater le contrat ou quoi que ce soit. Et donc là, tu as un vrai actif on-chain décentralisé qui est payé sur le dollar. Mais quand tu parles d'un dollar où le collatéral est en banque, parce que l'émetteur veut gagner le différentiel de taux, et là, effectivement, tu as toujours un risque que, l'émetteur se fasse hacker ses clés. Donc, d'un coup, il y a un hacker qui vient émettre beaucoup plus de tokens dollars que ce qu'il y en a réellement en réserve à la banque. Tu as le risque le risque réglementaire et de manière générale, le risque d'autorité, c'est-à-dire qu'une autorité vienne dire bon, maintenant, ça, vous étiez gentils les gamins, maintenant, on ne vous autorise plus à le faire, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ces émetteurs-là se protègent tous avec, que ce soit Circle ou que ce soit Tether, avec une petite backdoor qui leur permet, au cas où il y a un scam avéré, de pouvoir saisir les fonds, donc entre guillemets voler les fonds à quelqu'un qui le possède de manière non légale, mais voilà, ça reste en général des actions qu'ils s'octroient sans forcément avoir une demande de juge. Forcément, il faut aller vite quand un hacker à des fonds qui bougent, il faut aller vite. Donc voilà, donc ça pose des questions philosophiques plus importantes. Maintenant, dans l'usage, Madame Michu, elle s'en fiche parce qu'elle part du principe qu'elle serait contente que le jour où il y a un hacker qui l'hack, que Tether puisse reverser la transaction. Et voilà. Donc après, il y a des cas d'usage pour tout. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, tu prends les maxi d'Ethereum, si tu veux, ils vont tous être sur l'equity, ils vont avoir du LUSD plutôt que du USDC ou du USDT. Maintenant, dans l'usage, on voit que ça attire moins, malgré le fait que ce soit déjà des power users qui sont dans la défi, malgré parmi ces power users, ils sont quand même tous plus sur l'USDC que sur le liquidity. Puis maintenant, il y a le CRV USD, je crois. Il y a le GHO, le Go. Ouais, c'est ça. Voilà, on en voit de plus en plus qui sont aussi de monnaie dollars qui sont backés, avec chacun leurs règles. En tout cas, il y a toujours de l'Ethereum derrière, souvent. Mais ouais, c'est intéressant ce genre de monnaie.
Mais à chaque fois, je me dis, s'il y a une panique, c'est encore tout jeune. Donc, il faut quand même faire attention quand on traîne là-dessus parce qu'il y a toujours un risque. C'est sûr que sur l'equity, vu que c'est collatéralisé avec de l'Ether et que l'Ether est quand même hautement volatile, il faut être très attentif à pas se faire liquider s'il y a une baisse assez drastique un jour de l'Ether ou même un yo-yo de 40% sur la journée. C'est des choses qui sont pas inhabituelles néanmoins. Qui pourrait te sortir d'une position et perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est ça, effectivement, ça demande les gens qui vont sur l'equity, effectivement, vont avoir. Après, on peut acheter du LUSD sans le minter nous-mêmes. Hein. Donc après, ça s'achète auprès de mon pèlerin contre du dollar et il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ouais, c'est une solution. Puis de toute façon, on voit que le BUSD s'est arrêté avec aussi Binance, qui était backé, je crois, par le Paxos avec de l'or, avec du gold. Du coup, non, c'était backé avec des vrais dollars pour le BUSD. Avec des vrais dollars. Paxos a simplement répliqué ce qu'ils font déjà eux-mêmes pour Binance. Après, ça s'est arrêté à cause de l'historique de Binance, en fait. Donc, Binance a traîné quand même pas mal de casseroles. Et aujourd'hui, même s'ils cherchent à se mettre en conformité, le régulateur, ça passe mal parce qu'ils regardent les casseroles du passé. Donc, c'est vrai qu'il n'y a encore pas si longtemps, tu pouvais aller sur Binance, tu pouvais déposer 10 millions en Bitcoin, les swapper contre 10 millions équivalents en Ether et ressortir de la plateforme sans avoir donné aucune identité. Tant que tu faisais du crypto to crypto, c'était open bar. Après, ils ont mis un KYC parce qu'il fallait se conformer, mais ça restait des KYC plein de trous. Et puis après, après, ils avaient mis un autre trou, c'était leur SafePal. Tu sais, ils ont un petit hardware wallet spécial Binance sur lesquels tu pouvais faire jusqu'à 100K par jour sans KYC. Donc, du coup, tu avais quand même plein de portes dérobées, plein de trucs. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart des exchanges à grand succès, ils ont commencé avec zéro KYC. Et c'est pour ça qu'ils avaient du succès, parce que du coup, les gens pouvaient venir trader du shitcoin et bouger très rapidement d'une plateforme à l'autre pour échanger des shitcoins entre shitcoins. Et donc ça fait du volume, ça fait grave du fric. Et puis après, une fois que les mecs ont une position relativement dominante, ils se disent oui, pour faire bien, on est obligé de dire qu'on fait du KYC, etc. Mais tu regardes Binance, tu regardes tous les trucs assez. Mais si tu regardes même en Europe, tu prends Bitstamp, c'est une histoire que j'aime bien, mais Bitstamp, c'est une histoire qui est fascinante parce que quand Bitstamp est né, Bitstamp, ils sont nés en Slovénie et ils étaient banqués chez Raiffeisen de Slovénie à l'époque. Et c'était open bar, quoi. C'était, et tu faisais tes virements, tes trucs. À un moment, ils ont introduit un KYC, mais c'était un KYC pour rire parce que tu pouvais mettre une photo de Mickey et ça passait quand même. Mais voilà. Et de l'autre côté, en France, au même moment, tu avais un opérateur historique qui s'appelle Paymium aujourd'hui, mais qui à l'époque s'appelait Bitcoin Central. Qui, eux, étaient historiquement parmi les premiers à exister et qui ont pris le parti très tôt de dire non, nous, c'est la régulation. Donc, très tôt, ils ont mis des KYC très stricts. Très tôt, ils ont mis des sujets très stricts à ces sujets-là. Ils couraient un peu les plateaux télé pour, entre guillemets, vanter le côté ultra régulé de leur truc. Mais le deuxième effet qui se coule de l'ultra régulé, c'est que tout le monde est allé chez Bitstamp. Et une fois que Bitstamp est devenu suffisamment gros, ils ont bougé à Luxembourg, ils ont obtenu leur licence de monnaie électronique. C'était pas AMSAN, c'est une licence de monnaie électronique. Et puis, du coup, ils ont dû se conformer. Et aujourd'hui, Bitstamp, c'est devenu l'échange des banques. Toutes les banques européennes qui dealent avec de la crypto dealent avec Bitstamp parce qu'aujourd'hui, c'est le seul à être proprement régulé en Europe. Et les particuliers ont faut être dark un peu au début pour conquérir un peu. J'ai pas dit qu'il faut, mais j'ai dit que la réalité, c'est que ceux qui l'ont été ont été vachement successful. Hein. C'est un constat, quoi. C'est OK dans la crypto. C'est pas ce que le marché veut. Le marché, il veut pas d'une idée ultra régulée. Le marché, il veut quelque chose de libre. Et donc voilà. Donc après, tu es obligé de composer avec le framework de règles qui t'entoure. Et certains partent du principe que on va commencer en disant qu'on n'a pas de headquarter nulle part, comme ça, aucune juridiction peut nous attaquer. Et puis on existe parce qu'on existe, on est sur Internet. Mais ça fonctionne pas vraiment aujourd'hui parce que tu as toujours t'as un fondateur qui est quelque part, tu as des équipes qui sont quelque part. Tu dois lier, entre guillemets, tu dois faire des contrats et des partnerships avec des prestataires de services de paiement qui, eux, doivent, selon les règles, t'identifier et savoir où est-ce que tu te situes. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'argumenter. Donc, Binance, eux, ils ont pris le parti de faire plein de filiales partout dans le monde en disant, comme ça, si on a une qui pète, on a juste à basculer sur l'autre.
Mais aujourd'hui, quand même, ils ont perdu quasiment tout leur rail de paiement fiat, hein, donc c'est pas évident. Merci beaucoup Arnaud pour cet entretien et cet échange passionnant. Au plaisir de te réinviter sur la chaîne. Merci. Et puis j'invite tout le monde à liker et à abonner. Et puis merci beaucoup. Et puis à bientôt Arnaud. À bientôt, merci.